Mesdames et messieurs, bienvenue sur Ndogo. Aujourd'hui, nous embarquons dans un voyage fascinant au cœur de l'histoire pour mettre en lumière un récit oublié qui continue de résonner en nous jusqu'à ces jours. Préparez-vous à une exploration captivante de la vie et de l'héritage d'Ota Benga. Les Pygmées ont toujours fait l'objet d'une très grande fascination et de curiosité. Ils sont considérés comme des sous-hommes à cause de leur petite taille. Les Pygmées se trouvent en grand nombre en Afrique centrale et en Asie du Sud-Est où ils sont appelés les Négritos. Ils mesurent entre 1,20 m et 1,50 m. Le nombre en Afrique des Pygmées est estimé à environ 2 millions, dispersés dans la forêt de la République démocratique du Congo, l'Angola, de la Namibie, de la Zambie, de la Guinée équatoriale, de l'Ouganda, du Botswana, de la République du Congo, du Rwanda, du Burundi et du Gabon. Ils pratiquent la chasse et la cueillette pour survivre. Au XIXe siècle, Léopold, roi de la Belgique, était devenu le plus grand propriétaire des terres au monde. La République démocratique du Congo lui avait été attribuée par les pays européens. Il s'est lancé dans l'exploitation des ressources du Congo, principalement l'ivoire et les caoutchoucs. Tout le territoire congolais fut transformé en un camp de travail. Le Congo était devenu également une nouvelle territoire pour apporter l'évangile, et c'est dans ces circonstances qu'apparaîtra Samuel Philippe Werner. C'est à Luebu, sur la rivière de Louloa, dans la région de Kasaï, qu'arrive en 1896 Samuel Philippe Werner. Werner fera plusieurs voyages entre les États-Unis et le Congo, des fois comme missionnaire, d'autres fois comme homme d'affaires. William John McGee, je ne sais pas comment on prononce, était le président de l'association d'anthropologie et de géographie. Il désigne Werner au poste de chef département de l'anthropologie à l'exposition universelle de Saint-Louis. L'objectif de l'exposition de Saint-Louis était de célébrer l'avancement des progrès de l'humanité. C'est à cette même époque que les frères White avaient fait leur premier vol, juste pour info. L'exposition universelle de Saint-Louis avait surtout innové en ouvrant un grand pavillon spécialement réservé à l'anthropologie où les anthropologues pouvaient étudier les spécimens d'êtres représentatifs des races inférieures, comme des Zoulous, des Esquimaux, des Igorot, des Indiens d'Amérique en quête du lien manquant dans l'évolution de l'homme. Ils ont envoyé des personnes aux 4 coins du monde pour trouver des spécimens rares. Pour les Pygmées, ils avaient déjà une liste de 10 Pygmées, volés un vieux chef, 2 femmes, un sorcier de préférence âgé, 4 adultes et 2 enfants. En 1903, Werner est de retour au Congo. On va revenir sur lui un peu plus tard. Un jour, au petit matin, Ota Benga quitte les campements de son clan pour aller chasser. Pendant des heures, il suivit sa proie. Tout heureux d'avoir abattu sa proie, il prit le chemin du retour au campement. Un spectacle horrible lui attendait. Toute sa tribu avait été massacrée par des soldats de la force publique. Ils emportent Ota Benga et les réduisent en esclavage. C'est dans ces circonstances que Ota Benga et Werner se rencontrent. Werner décide de prendre Ota Benga avec lui, bien évidemment pour ses ambitions personnelles. Et en tout, il n'a pu avoir que 4 Pygmées pour aller avec lui aux États-Unis. L'exposition universelle du 30 avril au 1er décembre 1904 fut organisée d'après les organisateurs dans le but de paix dans le monde. Son objectif était de célébrer le progrès de l'humanité en exposant les grandes avancées techniques qui ont grandement amélioré les conditions matérielles de la vie de l'homme. L'arrivée des Pygmées suscita une grande excitation et de curiosité pour les publics, Ota Benga en particulier à cause de ses dents pointues. Et d'après les organisateurs, ces dents-là étaient à cause du cannibalisme, mais en vrai c'était un marque de beauté chez les Pygmées. Les Pygmées furent ajoutés à des milliers de spécimens, parmi eux les Igorot venus des Philippines, les géants patagoniens, les Ainu du Japon, les Kéfirs, hommes très noirs d'Afrique du Sud, les Esquimaux du pôle Nord, tous réunis dans le département de l'anthropologie. Fin juillet, Werner va chercher les Pygmées pour les ramener chez eux, mais avant cela, ils ont fait l'objet de nombreuses études. Et les résultats de ces études-là disent que ce sont des personnes mentalement déficientes et leur niveau d'intelligence était en dessous de celui d'un enfant blanc normal. Voilà.
Leur retour fut célébré par des chants et des danses et tout le monde voulait savoir ce qu'ils avaient vu et fait au pays des L'Homme Blanc. Pendant les mois qui ont suivi, Werner a sillonné la région pour collecter tout ce qui pouvait servir au musée à son retour et Ota Benga lui a servi de guide pendant tous ces temps. Après avoir fait ce qu'il avait à faire, Werner était prêt à prendre la route pour retourner aux États-Unis. Et c'est là que Ota Benga lui a supplié de l'amener avec lui parce qu'il était désespéré et il avait perdu toute sa famille. Bon, tout ce que je viens de vous dire là, ce sont les propos de Werner. On n'a aucune autre information qui nous dit pourquoi Ota Benga est reparti avec Werner. On ne le saura sans doute jamais, mais ce qui est sûr, Ota Benga repartira avec Werner. Pourquoi? Je ne sais pas. Arrivé à New York, Werner n'avait plus d'argent. Il fut embauché dans le musée américain de l'histoire naturelle. Et Ota Benga fut gardé au musée. Il a fait interdiction de sortir, mais il arrivait plusieurs fois à Ota Benga de désobéir et de s'évader. Le musée décide de se débarrasser d'Ota Benga et les plaça au jardin zoologique de New York. Quelques jours après, Ota Benga se trouve dans la même cage que les singes, plus particulièrement les orang-outans. La présence d'Ota Benga ne passe pas inaperçue aux yeux des visiteurs curieux et intrigués. Quelques jours seulement, 4000 personnes sont venues voir Ota Benga. Ils se posaient ce genre de questions. Est-ce un singe ou quelqu'un entre le singe et l'homme? La presse américaine s'empare de l'histoire. Non, pas pour condamner les autres, pour rester l'événement la plus intéressant à voir. Et heureusement, les gens ont commencé à protester, notamment les ecclésiastes baptistes noirs qui ont mené des combats contre cela. Et leur président s'exprime en disant ceci: nous pensons que notre race est déjà assez méprisée sans qu'il soit nécessaire d'exhiber l'un des nôtres avec des singes. Nous pensons que nous méritons d'être considérés comme des êtres humains avec une âme. Après de telles protestations, les oies décident de sortir Ota Benga de sa cage et il pouvait se balader librement dans les eaux, mais cela n'a pas suffi. Les gens ont continué de protester pour que Ota Benga sorte du zoo. Finalement, Ota Benga quitte les jardins zoologiques le 27 septembre 1906 pour être mis dans un orphelinat des enfants noirs à New York. Et à vie de son âge, il avait sa propre chambre. Il pouvait se déplacer librement, manger. À l'orphelinat, Ota Benga s'est plaisé à la compagnie des filles. Il leur a raconté les histoires du Congo, la chasse, comment ça s'est passé. Et il s'est lié d'affection avec une fille qui s'appelait Créola. La direction l'a su, ont décidé de séparer Créola d'Ota Benga. Ils ont envoyé Ota Benga au séminaire baptiste de Lynchburg. La communauté noire qui accueillit Ota Benga à Lynchburg en 1910 était très disposée à faciliter son assimilation. Il fut habillé à l'occidental, ses dents pointues furent couvertes par des couronnes. Il intégra les séminaires où il semblait s'épanouir et bien se plaire et termina l'enseignement primaire. C'est même lui qui faisait sonner la cloche. Son nom fut transformé par Otto Bingo pour donner une consonance plus familière. Il était beaucoup apprécié dans la communauté de Lynchburg. Ota Benga ou Otto Bingo se trouvait dans les meilleurs environnements pour s'épanouir et pour devenir une personne respectée dans la société. Mais malheureusement, plus le temps passait, plus il trouvait sa vie monotone et déprimante. Un jour, pendant qu'il s'est promené dans la forêt, on peut imaginer qu'il revoyait comme dans un film sa vie au Congo. La chasse, la danse, la vie à l'air libre, mais aussi les humiliations qu'il a subées. La solitude loin de sa terre natale, celle dans un monde où il n'appartiendra jamais, malgré la sollicitude et la bienveillance autour de lui. Désespéré, il se résout à mettre fin à sa vie misérable. Il se débarrasse de ses vêtements et de ses souliers comme s'il cherchait à recouvrir son identité et sa dignité. Il enlève la couronne autour de ses dents, se couvrit de son pain traditionnel, alima un feu et tenant un chant rituel. Il avait volé un revolver à la maison, se tira une balle dans la poitrine. C'était le 20 mars 1916. J'ai pris beaucoup de temps et beaucoup de plaisir à faire cette vidéo sur la vie d'Ota Benga. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt sur Ntoukou. Prenez soin de vous. Salut.